Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo de féliciter la France pour sa présidence du Conseil ce mois d'avril et de remercier sa délégation pour l'organisation de cette réunion ainsi que pour le dialogue interactif tenu la semaine dernière. Je salue ici aussi la présence de mon frère, son Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, ainsi que la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs et de la directrice exécutive de l'UNICEF et des représentants des pays membres de la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés, dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée, est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs. Mr. President, the adoption of... Monsieur le Président, l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité marque un tournant. Et pourtant, la situation sur le terrain n'a pas changé. La coalition RDF M23 continue ses violations comme si la volonté du Conseil ne s'était jamais exprimée, comme si la résolution était vouée à rester lettre morte. Nous ne sommes pas du même avis. Cette résolution est un instrument vivant, voué à protéger des vies, à restaurer la légalité, à préserver la paix. Des millions de vies dans l'est de la RDC attendent toujours sa mise en œuvre intégrale. Dans ce contexte, l'élan régional doit être renforcé et placé sous le signe de l'unité. Nous nous félicitons des efforts inlassables du président João Lourenço, le facilitateur désigné par l'Union africaine, dont le travail sans relâche a aidé à préserver le dialogue politique malgré de nombreuses impasses. Nous nous félicitons également de la désignation toute récente du président Faure Essozima Gnassingbé de la République du Togo en tant que nouveau facilitateur. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette transition qui marque un engagement renouvelé à promouvoir ce processus au plus haut niveau politique. En parallèle, nous voudrions remercier les maires du Qatar de ces efforts inlassables pour soutenir les efforts régionaux. En parallèle, nous nous félicitons des efforts menés par la CAE et la SADC conjointement, notamment grâce au sommet virtuel qui a eu lieu le 8 mars 2025. Ces initiatives régionales sont précieuses, mais elles doivent maintenant être rationalisées et structurées autour du processus singulier mené par la médiation de l'Union africaine. Seule une coordination centralisée, appuyée par un leadership africain fort et reconnu, permettra de ne pas diluer les efforts déployés et contribuera à la crédibilité de l'engagement régional.
Cela nécessite également un soutien international cohérent. Le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac ne peut plus se limiter à un seul instrument. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de 2013. Ces limites sont désormais bien connues. C'est quelque chose qui doit être reconfiguré avec un mandat clair ancré, non pas dans un seul accord, mais dans les réalités du terrain. Son rôle est essentiel. Anticiper les crises, soutenir la médiation africaine et assurer un alignement entre l'initiative régionale et la riposte internationale. L'ampleur des défis sécuritaires, des menaces transfrontalières, l'effondrement des mécanismes de confiance, le fait que l'impunité soit bien trop ancrée, tout cela nécessite un bureau pleinement opérationnel, légitime, renforcé. Mais nous devons également le dire clairement. Aucune des décisions émanant des processus régionaux n'a été mise en œuvre. Ce n'est pas simplement une question de faiblesse institutionnelle. Cela reflète un refus répété de tenir les engagements. Et ce, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Monsieur le Président, l'application de la résolution 2773 ne s'est que trop fait attendre. Le M23 et ceux qui le soutiennent doivent, dès maintenant, respecter l'autorité de ce Conseil. En se retirant de manière immédiate, pleine et inconditionnelle du territoire congolais. Cesser toute obstruction aux opérations humanitaires et ne pas empêcher la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Cesser toutes les attaques contre les civils, les camps de personnes déplacées, les hôpitaux et les écoles. Ces mesures sont parfaitement claires, mais elles resteront inefficaces sans mécanisme de vérification clair. Comme le souligne le secrétaire général dans son rapport, les violations perdurent en toute impunité. Et les mécanismes de vérification régionaux soulignés dans le processus de Luanda se sont révélés inefficaces, largement en majeure partie à cause de la non-participation de certains États. La RDC propose l'établissement d'un mécanisme de surveillance renforcé, ancré dans les structures existantes du Conseil, le groupe d'experts, au titre du régime de sanctions 1533, travaillant en coordination avec la MONUSCO et l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, pourrait se voir chargé de produire des rapports réguliers et vérifiables basés sur des indicateurs clairs, rapports qui seraient officiellement transmis au Conseil et au comité de sanctions. Un tel mécanisme donnerait davantage de valeur et d'efficacité à la résolution, viendrait la rendre plus efficace et donnerait au Conseil un outil concret pour assurer la responsabilité de chacun. Une surveillance sur le terrain, notamment pour les cessez-le-feu et pour ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil, est au cœur du maintien de la paix des Nations Unies. La MONUSCO, dans ce contexte, est l'outil le plus approprié, le plus capable du Conseil sur le terrain, pouvant s'assurer de la mise en œuvre des résolutions du Conseil sur le terrain. Nous condamnons fermement les tentatives répétées, infondées et indignes de s'attaquer à la légitimité de l'ONU, de ses missions, ou à son leadership. Il s'agit d'attaques soutenues par le Rwanda. Ce deux poids, deux mesures est inadmissible. Un État ne peut pas, d'une part, être un pays fournisseur de contingents aux opérations de paix, bénéficier de la désignation d'un représentant spécial, le secrétaire général, et en même temps mener des campagnes de diffamation contre les Nations Unies tout en profitant de sa légitimité pour préserver son appareil militaire et pour sauver ce qui reste de son réputation internationale. Résolution 2773, certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives, de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda.
Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide, un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Je remercie Madame la ministre d'État pour sa déclaration
Et je donne maintenant la parole à Monsieur le représentant du Rwanda.